C'est le débat de France 24. Bienvenue. On dit souvent que le passé éclaire le présent. On va donc parler un petit peu d'histoire aujourd'hui, histoire du Proche-Orient, région au cœur de l'actualité. Vous le savez, depuis le 7 octobre, avec cette guerre qui s'est déclenchée entre Israël et le Hamas, une région qui risque de voir le conflit s'élargir. Dans ce contexte, quid des autres groupes armés pro-Téhéran, le Hezbollah libanais, les rebelles houthis au Yémen? Quel est leur agenda? Est-il compatible avec celui du grand frère iranien? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir 4 invités. 3 sont en plateau à mes côtés. Bonjour Amélie Zacour. Vous êtes journaliste au service international de L'Orient le Jour, ce célèbre quotidien francophone au Liban. Guillaume Ancel, bonjour. Bonjour. Ancien officier, écrivain, auteur du blog Ne pas subir. Et puis à votre droite, Thomas Vescovi, on découvre votre blog, historien, chercheur indépendant, spécialiste d'Israël, des territoires palestiniens. On va découvrir cet ouvrage, L'échec d'une utopie, une histoire des gauches en Israël, aux éditions La Découverte. Et puis nous sommes en ligne avec Jean-Sylvestre Mongrenier. Merci d'avoir accepté notre invitation également. Vous êtes géopolitologue, spécialiste des questions de défense, directeur de recherche à l'Institut Thomas More. Merci à vous 4 d'être là. Amélie Zacour, je commence avec vous. On va notamment beaucoup parler du Hezbollah libanais aujourd'hui. On l'entend souvent. Est-ce que c'est une réalité? Le Hezbollah aujourd'hui, il contrôle véritablement le Liban? Alors le Hezbollah, c'est un État dans l'État. Selon les estimations, il y a 100 000 combattants à peu près, et entre 100 et 150 000 missiles et roquettes. Donc c'est une vraie armée. Et ils ont aussi le pouvoir de décider quel président va être élu. Donc là, ça fait 1 an que le Liban n'a pas de président. Jour pour jour hier d'ailleurs, je crois, 1 an de vacances du coup. Oui, c'était donc hier, le 31 octobre. Donc voilà, il y a une vraie mainmise du Hezbollah sur le pays, et il y a une crainte aussi, d'une certaine manière. Donc, le Hezbollah, il est craint par la population? C'est-à-dire que c'est compliqué parce que, comme vous le savez, la population libanaise est très disparate, il y a beaucoup de communautés. Je pense que, par exemple, voilà, pendant la révolution de 2019, il y a eu... en fait, je sais que dans les zones chiites, c'était très compliqué de manifester parce qu'ils pouvaient très facilement plus se faire tabasser ou arrêter que dans le cœur de Beyrouth. Donc voilà, je pense qu'il est craint aussi dans les zones qu'il contrôle, mais aussi du fait qu'il a une espèce de mainmise sur le pays pour le reste de la population. Quel est le réel pouvoir du Hezbollah libanais, Thomas Vescovi? Alors, le réel pouvoir, je serais assez embêté pour vous l'expliquer, mais par contre, quand on reprend dans l'histoire en fait, du Liban et du Hezbollah, on se rend compte qu'il a un rôle qui est important. Le Hezbollah, rappelons-le, est né en 1982 pendant la guerre civile libanaise. Et ensuite, c'est une organisation qui, effectivement, a su s'organiser, comme a dit Madame, un État dans l'État, et qui a également fait en partie sa légitimité sur sa capacité à opposer dans une région où l'armée israélienne paraît complètement invincible, au contraire, une force qui peut montrer une forme de résistance, ou en tout cas être capable de repousser l'armée israélienne. On l'a vu à plusieurs reprises, le Hezbollah affirme être à l'origine du départ des Israéliens du Sud-Liban, et surtout en 2006, rappelons-le, lors de la dernière grande guerre où Israël était intervenu au Sud-Liban, au bout de 33 jours finalement, le Hezbollah en est sorti avec plus de morts côté libanais que côté israélien, mais pour beaucoup d'observateurs, le Hezbollah était sorti vainqueur de l'opération. Et aujourd'hui encore en Israël, on voit à quel point est-ce que le Hezbollah fait peur, il est craint, ça c'est très clair. Depuis le 7 octobre, la principale inquiétude dans les médias israéliens, c'est de savoir si un autre front va être ouvert au nord. Et d'ailleurs, on le sait assez peu, on le dit assez peu, mais l'armée israélienne est très présente depuis le 7 octobre dans le nord de la frontière et répond quasiment à chaque roquette envoyée, que ce soit, pour justement essayer de montrer qu'elle ne laissera pas le Hezbollah intervenir. Vous n'êtes pas forcément d'accord, Guillaume Ancel? Moi, j'ai le sentiment qu'il y a un espèce de jeu de rôle avec le Hezbollah. C'est-à-dire que depuis que les Américains ont déployé une force très importante au large du Liban et d'Israël, avec 2 groupes de porte-avions. Attention, il faut imaginer 2 groupes de porte-avions, c'est des frégates lance-missiles, et c'est des dizaines d'avions de combat qui pourraient mener des frappes destructrices. Le Hezbollah fait attention parce que contrairement au Hamas, c'est une véritable armée, comme le rappelait Amélie, et par conséquent, si le Hezbollah voulait se mettre en marche contre Israël, ce qu'il n'a pas fait jusqu'ici. Il a perdu 47 combattants et 8 côté israélien, mais on est dans des accrochages contenus. On reste, chacun est de son côté de la frontière. Et puis, comme Thomas l'a rappelé tout à l'heure, quand l'un tire, l'autre tire, mais il n'y a pas d'escalade.
Alors qu'un vrai engagement, celui qu'on craignait, que les Israéliens craignaient particulièrement, c'est que le Hezbollah ouvre un front donc au sud Liban, parce que là, ils auraient été obligés vraiment de se battre pour la survie d'Israël, parce que le Hezbollah a les moyens de mettre en cause l'existence d'Israël, ce que peut absolument pas faire le Hamas. Or, c'est la présence américaine qui permet pour l'instant de temporiser, à mon avis, la réaction du Hezbollah, qui sait très bien que si jamais elle passait la frontière dans une véritable action terrestre, alors là, le déploiement de forces américain est là pour lui. Et par conséquent, on rentrerait dans un schéma beaucoup plus classique de guerre du type Yom Kippour, c'est-à-dire une armée contre une armée. Les Américains n'en verront pas trop au sol, ils l'ont déjà annoncé. Les Israéliens, de toute façon, ne veulent pas qu'on combatte à leur côté. Mais de toute façon, c'est pas comme ça que ça se passera. Les Américains lanceraient une vague de frappes massives qui ferait que le Hezbollah, avant d'être entré en Israël, aurait perdu les 2/3 de ses moyens lourds, ceux dont ils ont besoin pour lutter contre une armée en face qui est moderne et bien organisée, l'armée d'Israël. Jean-Sylvestre Montgrenier, le Hezbollah a aujourd'hui beaucoup à perdre. Oui, alors il est pris dans des logiques contradictoires. D'une part, il y a l'enracinement local, et donc c'est une force politique à l'intérieur du Liban, un État dans l'État, comme ça a été dit, et de fait, il doit quand même tenir compte du contexte libanais, du fait qu'une bonne partie de la population est rétive à un engagement du Liban dans cette guerre, avec une situation qui, de surcroît, sur le plan politique, économique, financier, est catastrophique. D'autre part, c'est aussi un instrument de l'Iran. Et donc là, il y a une logique globale. Vous voyez, d'un côté partisan tellurique, enraciné, de l'autre côté partisan global, partie prenante du dispositif iranien, et donc beaucoup dépendra des décisions prises à Téhéran. Alors ils ont beaucoup à perdre, c'est vrai, mais à rester l'arme au pied, ou quasiment l'arme au pied, ils peuvent perdre également leur réputation, qu'ils ont réussi à se constituer en affrontant Israël à plusieurs reprises. Et puis surtout, c'est un processus, ça c'est une dialectique qui est en cours, ça n'est pas terminé, et donc on ne peut pas exclure que dans les jours, les semaines à venir, le Hezbollah passe aux actes, sur une autre échelle d'action. Amélie Zacour, pour revenir sur le pouvoir justement au Liban, on l'a entendu sur notre antenne, c'était lundi, Najim Mikati, le Premier ministre, a dit faire tout son possible pour que son pays entre dans la guerre. J'ai envie de vous demander, est-ce qu'il peut vraiment peser dans ce dossier ? Non, absolument pas. Je veux dire, le gouvernement libanais, à l'heure actuelle, est un gouvernement qui gère les affaires courantes. Comme je l'ai dit, ça fait 1 an qu'on n'a pas de président. Donc, franchement, je ne pense pas que la position du Liban est vraiment intéressante à analyser hors Hezbollah. Mais il y a bien des relations, on l'imagine, entre le Hezbollah et le pouvoir. De quel type elles sont ces relations ? Je ne saurais pas rentrer dans les détails. Thomas Vescovi ? En fait, il y a surtout actuellement un jeu assez compliqué, mais à mon avis, ce n'est pas qu'au Liban qu'on voit ça, c'est dans plusieurs États arabes. La population libanaise, très largement, est en solidarité avec la population de Gaza actuellement, mais les sondages indiquent qu'elle n'est pas favorable non plus à une entrée en guerre parce qu'elle sait ce que ça coûterait pour elle-même. Et on sait que le Liban, depuis 2019, est dans une situation extrêmement compliquée. Oui, pour des raisons sécuritaires, mais économiques également. Évidemment. Le Hezbollah en est tout à fait conscient également. Le problème, c'est que imaginez l'image qu'auront ces groupes, que ce soit le Hezbollah comme les dirigeants arabes actuellement, si l'armée israélienne va au bout de son opération, et pour l'instant tout semble à penser qu'elle va aller au bout de son opération, et que personne ne bouge, et que personne ne vient quelque part en solidarité, à voir comment ça peut se manifester avec la population de Gaza. Guillaume Ancel. C'est, à mon avis, ce qui limite la capacité d'action des Israéliens dans le temps. Quand Benjamin Netanyahou affiche qu'il est parti pour une guerre qui peut durer, en réalité, il sait très bien que ça n'est pas vrai pour 2 raisons. Un, il n'a pas les moyens intérieurs de pouvoir mener une guerre longue, parce qu'avec 300 000 réservistes, il faut imaginer pour un pays de 10 millions d'habitants, ce serait 1,5 million de réservistes pour un pays comme la France, c'est complètement délirant. Sa société est par terre, donc elle ne peut le soutenir que quelques semaines. Et d'autre part, si les opérations terrestres continuent, là, pour l'instant, surtout les 2 premiers jours, les Israéliens ont réussi à faire un quasi blackout, en fait, sur les informations. Mais on voit bien que depuis hier, par exemple, on a ces images désastreuses du camp de réfugiés qui a été bombardé. 2 jours de suite. Ça, les opinions publiques arabes autour, à un moment, vont se soulever sur le sujet. Et là, le Hezbollah, de toute façon, sera obligé effectivement d'intervenir pour dire, regardez, on est là, on ne peut plus supporter ça, et on est là pour agir. Et donc, il y a un équilibre à trouver qui est complexe entre l'aspect dissuasif de la présence américaine, qui est venue pour ça, les 2 groupes de porte-avions, et puis le côté, il faut qu'on y aille, sauf si les Israéliens finalement allaient assez vite pour dire « et maintenant on s'arrête », on serait presque soulagé
de les voir se retirer partiellement de Gaza, puisque la question essentielle pour les Israéliens à ce stade, c'est quels sont leurs buts de guerre et surtout qu'est-ce qu'ils font le jour d'après. Jean-Sylvestre Mongrenier, vous partagez l'analyse de Guillaume Ancel ? Oui, mais surtout sur le rôle des États-Unis qui est essentiel, là, qui cherchent à maintenir coûte que coûte un certain nombre d'équilibres dans la région. C'est ça qui est frappant. Là, ça fait des années qu'on nous explique que les États-Unis sont partis du Moyen-Orient, tout simplement parce que de fait, ça n'était plus la priorité des priorités. Mais les États-Unis sont toujours très présents dans la zone à travers tout un système de base, d'alliances, et ils ont une capacité sans équivalent à renforcer, à déployer des forces dans la région. Donc ça, c'est quelque chose de crucial. Alors on voit que d'un côté, ils tiennent en respect le Hezbollah, ils tiennent en respect l'Iran, de façon à éviter un embrasement de toute la région. De l'autre côté, tout en soutenant Israël, là, ils cherchent malgré tout à jouer sur la définition des buts de guerre, à réfléchir sur le processus politico-diplomatique qui pourrait suivre. Ils rappellent donc l'importance du droit humanitaire. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, les États-Unis, dont le rôle est crucial en Europe, on le sait avec l'Ukraine, dont le rôle s'avère crucial au Moyen-Orient. On peut penser que s'il n'était pas là, l'escalade serait bien plus importante. Et puis après, bien sûr, il y a le détroit de Taïwan, il y a la question de la mer de Chine du Sud, de la Méditerranée asiatique. Alors on l'a appris, Hassan Nasrallah devrait s'exprimer le 3 novembre, c'est dans 2 jours. Donc, comment expliquer ce si long délai avant cette prise de parole? Peut-être que vous voulez... Oui, alors justement, donc, il aura mis 27 jours pour s'exprimer. C'est extrêmement long et je pense que ça rejoint ce que disait Guillaume Ancel, c'est qu'en fait, il a extrêmement de mal à concilier sa base populaire qui se scinde en deux sur la question de la guerre. La première qui pense que oui, il faut en découdre avec les Israéliens et qu'il faut y aller. Et la deuxième qui est pour que le Liban reste plutôt en retrait sur cette question, parce qu'on sait en même temps que le Liban est frappé par une très grave crise économique depuis maintenant plusieurs années. Donc il y a eu l'explosion du port, le Liban a traversé énormément de drames ces dernières années. Et je pense que rajouter une guerre qui viendrait en plus raviver les souvenirs de 2006, c'est extrêmement dur pour une partie de la population. Et je pense que Hassan Nasrallah a du mal à concilier ces deux parties parce qu'en plus, on est habitué à le voir avec une rhétorique de résistance, avec un discours très belliqueux, ce qu'il va sans doute tenir après-demain. Mais voilà, je ne sais pas si on aura une déclaration de guerre dans oui, c'est ça. Quelle teneur peut avoir ce discours de vendredi? Il faudra trouver un équilibre. Je vous avoue que là, la question va être aussi de voir comment Israël aussi va agir dans les prochaines 48 heures. Comme l'a dit M. Ancel, les images là, du camp de Jabalia me paraissent déjà faire le tour du monde et on le voit même dans plusieurs plateaux télé auxquels j'ai pu assister et entendre. La communication israélienne en fait, a beaucoup de mal à justifier. Le porte-parole de l'armée israélienne a été un petit peu bousculé par une journaliste, je crois que de CNBC, il me semble, il faudrait vérifier, où en gros elle lui dit « mais donc vous affirmez savoir qu'il y avait des civils là ?» et il dit « mais on n'a pas le choix, il fallait tuer un commandant du Hamas. » L'un des responsables des attaques du 7 octobre. Un des responsables. Pour autant, les images tournent en boucle, elles sont absolument effroyables. Et là, la question va être centrale de savoir comment Israël va pouvoir gérer ça et est-ce qu'ils vont continuer dans les prochaines 48 heures, sachant que Nasrallah va parler, à agir de la sorte. Bon, je ne vois pas pourquoi il s'arrêterait, même si l'équilibre, de toute façon, va être très compliqué à trouver pour le Hezbollah, comme pour d'autres États de la région. Il faut être très clair sur ça. L'Arabie Saoudite, l'Égypte, ils sont dans un équilibre où la population ne veut pas forcément une action armée, mais veut une solidarité manifeste. Et il y a une espèce d'incapacité à agir, quoi. On sent une hésitation côté Hezbollah? Je pense surtout que le bombardement du camp est vraiment très symbolique de ce qui se passe, du piège dans lequel le Hamas a emmené Israël. Regardez, ils ciblent, les Israéliens affichent qu'ils ciblent un sous-chef du Hamas. Pardon, c'est un sous-chef parce que les patrons sont au Qatar. Mais donc ils disent que c'est une cible prioritaire. Ok, on l'entend. Mais pourquoi lancer une bombe de 250 kilos dans un camp de réfugiés? Une bombe de 250 kilos, c'est 5 obus d'artillerie qu'on envoie au même moment au milieu d'une foule de civils. Donc ils savent qu'ils vont faire entre 50 et 100 victimes civiles pour cibler une personne. Et là, en termes de droit international, vous ne pouvez pas dire que vous avez fait attention d'essayer de préserver la population civile, puisque c'est l'essentiel des victimes. En fait, vous avez utilisé des moyens disproportionnés. Et ça, Israël comprend que ça va se retourner contre elle parce que
Ces images sont révoltantes. C'est un peu comme si pour tuer une termite chez vous, vous décidiez d'abattre la maison. Ça n'a juste aucun sens. Et donc, balancer une bombe de 250 kilos dans un camp de réfugiés, pardon, mais c'est criminel. Et on apprend notamment que la Jordanie, elle rappelle son ambassadeur justement en riposte justement à ce bombardement. Je vous ai vu réagir, Thomas Vescovi, vous vouliez dire peut-être un mot supplémentaire? Non, justement, j'abonde dans le... Jean-Sylvestre Montgrenier, justement sur ce silence du Hezbollah, il vous a surpris justement 3 semaines et demie, Amélie Zacour le disait? C'est long? Oui, c'est long, mais enfin, ça s'inscrit dans la durée. Cette épreuve de force en toile de fond de la guerre qui se déroule sur le territoire de Gaza, quand on regarde le temps que l'Iran a pris pour mettre sur pied ce dispositif régional, là, c'est sur 15-20 ans que ça se joue. Donc, je pense que le temps des crises diplomatiques, le temps de la guerre n'est pas le même que le temps des médias. On a toujours le sentiment que ça va partir très vite. Il y a un certain nombre de personnes ici ou là qui vont appuyer sur des boutons et du jour au lendemain on se retrouve dans une grande déflagration régionale, mais ça prend toujours plus de temps qu'on ne le pense. En revanche, il ne faut pas sous-estimer le poids des passions, des humeurs, des emballements par rapport au machiavélisme raisonné des chancelleries, parce que de part et d'autre il y a des calculs politiques, de part et d'autre y compris dans les régimes arabes, on cherche à composer en quelque sorte avec ce que l'on appelle la rue arabe. On sait que bien des régimes arabes préfèrent la Palestine aux Palestiniens en général, mais bon, après, sur le terrain, ça peut très vite accélérer d'un jour à l'autre. Donc c'est toute la question de ce qui va se passer dans les jours à venir. Amélie Zacour, on sait que certaines voix s'élèvent au Liban pour dénoncer cette influence iranienne. Il n'y a pas pour autant une vraie remise en question de Téhéran, de cette influence sur le pays? Vous voulez dire de la part de Téhéran? Non, pour l'instant, puisqu'il voit de toute façon que le Hezbollah fonctionne. Comme je le disais, il a une mainmise à la fois politique et dans un certain sens militaire, donc il n'y a aucune raison qu'il y ait une remise en question de la part de Téhéran. On voit même dans ce conflit que le Hezbollah est la plus grande carte dissuasive de Téhéran, puisque même si le Hamas, le Hezbollah agissent par eux-mêmes, il y a quand même à un moment une concertation avec l'Iran. Donc le Hamas a ouvert son front. Le Hezbollah ne l'a pas encore ouvert, c'est parce que Téhéran garde cette carte bien au chaud, justement en cas de dissuasion. Ça peut basculer vite? Oui, en fait, on pourrait être surpris. C'est-à-dire qu'il y a un moment, si les Iraniens estiment que le jeu en vaut la chandelle, et ils n'hésiteront pas à sacrifier le Hezbollah. Mais qu'est-ce qui en vaut? Vous l'assurez? Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, le Hezbollah n'a aucune chance face à l'armée israélienne si elle est soutenue par l'armée américaine, qui a déployé des forces considérables. Et qui n'hésiterait pas, là, à intervenir, parce que c'est bien Israël qui serait menacé. On n'est plus du tout dans le cas de la bande de Gaza. Mais l'Iran, pour des sujets politiques, et sans doute avec le soutien de la Russie, pourrait tenter de créer un chaos régional dans le cadre de la recomposition de l'ordre dont parle régulièrement Poutine. C'est son idée. Le principal bénéficiaire de la crise actuelle, c'est Vladimir Poutine. Il est en train de montrer au monde entier que, en fait, le monde est chaotique et que heureusement qu'il y a des acteurs comme lui pour dire à un moment on fait pas ça ou on fait pas ci. Et que le monde occidental est responsable, notamment de l'atrocité en visant Israël. Et là, il montre en particulier une forme de duplicité de la part des États-Unis qui, dans le cas de la guerre en Ukraine, dit c'est épouvantable, la population civile ukrainienne est bombardée, on ne peut pas accepter ça, on va agir. Et on n'accepterait pas que les Ukrainiens bombardent la population civile russe. Et puis, en sens inverse, et ça met très mal à l'aise un certain nombre de pays alliés de l'Ukraine, je pense au Maroc notamment, qui n'a jamais eu une position hostile vis-à-vis d'Israël, mais qui n'accepte pas qu'on dise « Ah ben les Palestiniens sont sous un tapis de bombes, oui mais alors vous comprenez, c'est la guerre, donc on va fermer les yeux », alors qu'on dit exactement le contraire en Ukraine. Et donc ces pays-là ont le sentiment qu'il y a 2 poids, 2 mesures, et c'est ça qui peut faire basculer l'Iran, comme la Russie, pour dire à un moment, regardez, en fait, c'est nous qui sommes les défenseurs de ce nouvel ordre mondial. Le risque, à mon avis régional, il est là. Et on a l'impression également d'une deuxième défaite pour Israël, cette attaque du 7 octobre et cette défaite dans la bataille de l'opinion. La bataille de l'opinion, en fait, il y a eu un basculement. C'est-à-dire qu'au lendemain du 7 octobre, plus de 80% des Israéliens soutenaient une attaque terrestre immédiate sous le coup de l'émotion et des actes innommables, inexcusables qui ont été perpétrés sur le sol israélien. Et on a vu ce sondage d'Haaretz. Voilà, sauf que progressivement, ça a évolué, à mon avis, au moins pour 2 raisons. La première, c'est que rapidement, les Israéliens avaient communiqué sur le fait que les otages étaient presque déjà morts, puisqu'ils estimaient qu'en fait, vu ce qui avait été fait sur le sol israélien, il
Il y avait pas négocié et deux, ils ne donnaient pas cher de leur peau dans Peu de chance de les retrouver voilà, vivants. On a vu des libérations progressives pour des raisons humanitaires et surtout on a vu le Qatar et le Hamas. Pour des raisons humanitaires selon le Hamas. Voilà, exactement. Mais sur des communications assez précises, il a été affirmé que les négociations pouvaient avoir lieu avec des libérations sous conditions, notamment la libération de prisonniers palestiniens. Et du côté de la population israélienne, on a commencé du coup à dire du coup il faut arrêter là pour essayer de libérer les otages. Ça a commencé à prendre, mais ce qui a surtout joué, c'est le deuxième point, c'est les familles des otages qui ont commencé à manifester, qui ont commencé à se faire entendre. N'oublions pas qu'il y a des binationaux dans ces otages-là, notamment des Français, des Américains, des Allemands. Les chancelleries en question ont également pu agir. Alors, on n'était pas là quand ils ont rencontré Netanyahou, etc. Mais on peut aussi dire que là, il y avait une volonté que les familles, en tout cas, de ces otages-là, soient libérées. Et donc, dans ce cas, il faut négocier. Il ne faut pas aller jusqu'au bout. Ce qui, moi, en tout cas, là, m'inquiète, par contre, vraiment, dans les images, dans tout ce qu'on dit là, et il faut bien être trop clair sur ça, c'est même pour l'avenir, en fait, de la région et du Proche-Orient. C'est-à-dire que, prenons cette théorie que l'armée israélienne parvient, au terme de l'opération, à éradiquer le Hamas, ce dont on peut avoir des doutes, mais en tout cas, imaginons qu'elle y parvient. Comment on peut imaginer que la population qui aura survécu dans la bande de Gaza à ces atrocités-là et au bombardement va sortir moins radicalisée, moins en colère contre l'armée israélienne? N'oublions pas qu'en Syrie, si on fait un parallèle, sans dire que c'est la même histoire, mais en Syrie, le fait d'avoir laissé impuni Bachar al-Assad dans les atrocités qu'il a commises a amené Daesh. Là, actuellement, rien ne peut actuellement assurer que la défaite du Hamas ou l'éradication du Hamas n'a pas amené quelque chose de pire derrière, parce qu'il n'y aura pas eu d'intervention et qu'il n'y aura pas eu de retenue dans la riposte que l'armée israélienne est en train d'opérer sur Gaza. La Syrie qui est aussi, on peut le dire, une défaite des Occidentaux. On se souvient de cette fameuse ligne rouge dressée par Barack Obama qui n'avait jamais été respectée finalement. Oui, mais c'est vrai que jusque finalement à la guerre en Ukraine, les pays occidentaux avaient une peur quasi panique de la Russie, de sa capacité à mener une guerre avec tous les moyens, y compris de menacer en termes nucléaires. Et que par conséquent, ils ne s'imaginaient pas franchir cette ligne rouge parce qu'en fait, ils n'osaient pas face à la Russie. La Russie, dont on voit avec la guerre en Ukraine que c'est la deuxième puissance régionale. Enfin, je veux dire, la Russie n'impressionne plus personne d'un point de vue militaire. Mais est-ce que pour autant, ça rebattrait les cartes sur une intervention de ce type ? Est-ce que les Américains, s'ils intervenaient dans un conflit régional, ne déclencheraient pas d'autres interventions, notamment de l'Iran, mais aussi de ce qui reste de la Syrie? Ce serait un chaos, à mon avis, régional qui aura des répercussions mondiales. Parce qu'immédiatement, il y aura une crise sur le pétrole, il y aura une crise sur un certain nombre de flux qui sont très importants. Et puis, dans nos sociétés qui sont directement affectées par les communautés musulmanes et par les communautés juives, forcément, les tensions seront exacerbées. Ça veut dire qu'on n'a aucun espoir qu'une crise régionale puisse rester circonscrite à cette région. Elle débordera sur nos sociétés bien plus. Elle déborde déjà. Elle déborde déjà, mais pour l'instant, regardez, en France, on a de la chance, déjà les armes sont proscrites. Heureusement, si on était aux États-Unis, je pense qu'il y aurait des fusillades à peu près tous les matins. Mais là, pour l'instant, on a des incidents qui sont relativement symboliques. Je ne parle pas, bien sûr, de l'assassinat du professeur, mais les étoiles de David sur un immeuble. Depuis le 7 octobre, 857 actes antisémites ont été relevés. Mais pour l'instant, ces actes antisémites restent plus de l'affichage que des actes vraiment de violence. Moi, ce que je crains, c'est le moment où il y a des vraies violences qui vont commencer. Et là, ce sera terrible. Regardez l'incident dans le RER hier, dans lequel les policiers tirent sur une femme qui est intégralement voilée parce qu'elle menace de se faire exploser. On connaît tous cette situation. Dans un train, il faut agir très très vite. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? En fait, elle n'a rien sur elle. C'est juste une déséquilibrée qui avait déjà été identifiée précédemment. Mais on voit bien qu'on peut faire monter la tension à toute vitesse. Et en fait, là, ce serait un chaos dans notre société. Donc, il faut avoir conscience que cette crise israélienne, c'est pas seulement Israël face au Hamas dans un territoire palestinien. En fait, c'est le monde entier qui est en train de regarder s'il veut mettre le feu aux poudres. Oui, parce qu'on parlait de l'embrasement régional, ça peut être un embrasement mondial. Vous partagez ce sentiment, Jean-Sylvestre Mongrenier ? Oui, particulièrement en Europe. Et puisque l'on parlait de la Russie, il faut souligner le fait que dans ce pays, un certain nombre d'idéologues, comme Alexandre Douguine, un certain nombre d'agitateurs sur les ondes, qui ont pignon sur rue, expliquent qu'il faut déclencher des intifadas en Europe. Dixit, dès 2014, Alexandre Douguine l'avait dit. Donc il ne faut surtout pas sous-estimer le poids et la volonté de la Russie de mettre le feu aux poudres. Ils ont
ont une vision du monde qui est apocalyptique, l'idée que l'heure de l'Occident est terminée, est passée, que le monde doit basculer vers l'Asie, doit se recomposer autour de l'Eurasie, autour d'un tandem sino-russe. C'est une idée qu'il faut prendre au sérieux. Quand on regarde la situation depuis le lancement de l'offensive russe en Ukraine, je ne parle pas depuis 2014, mais depuis 2022, je trouve que beaucoup de monde n'a pas suffisamment pris au sérieux le discours de Poutine, sa justification. On voudrait y voir une simple superstructure idéologique, un simple discours autoréférentiel en quelque sorte, mais ça correspond à sa vision des choses. Et sa vision des choses, elle est partagée par un certain nombre de chefs politiques, militaires, en Chine, dans ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde, dans une partie de ce que l'on appelle aujourd'hui le Sud global. Il y a bien sûr un pays qui est à la manœuvre derrière tout ça, on en parle depuis tout à l'heure, c'est l'Iran. Téhéran qui a demandé, c'était hier, à tous ses proxys dans la région de ne pas rester, je cite, silencieux. Un message entendu notamment par les rebelles houthis au Yémen. Ils annoncent avoir lancé des missiles, des drones en direction d'Israël et ils l'assurent, ils vont poursuivre leurs attaques contre l'État hébreu. La réponse de l'armée israélienne ne s'est pas fait attendre. Elle annonce avoir déployé ce mercredi des navires lance-missiles en mer Rouge. On va écouter tout de suite le porte-parole militaire israélien. Cette nuit, nous avons intercepté une menace identifiée sur le front de la mer Rouge, au sud d'Elat, non loin de la zone d'Elat. Il n'y avait aucune menace pour les civils et aucune violation du territoire israélien n'a été identifiée. Nous sommes très bien préparés à la défense sur ce front. Nous sommes prêts sur ce front, ainsi que dans tous les domaines de la défense de l'État d'Israël. Nous savons également comment attaquer à l'endroit et au moment de notre choix pour tout intérêt de sécurité d'Israël, partout où nous sommes tenus d'opérer. Ces drones appartiennent à la République du Yémen. Nous faisons partie de l'axe de la résistance. Il s'agit d'un seul axe et il existe une coordination, une salle d'opération commune et une direction commune pour toutes ces opérations. Guillaume Ancel, ces rebelles houthis, ils ont un véritable pouvoir de nuisance ? Non, en fait, il est très limité. Donc là, on est dans le symbolique, on est dans la guerre de communication. Les Houthis voudraient montrer qu'ils vont régionaliser le conflit. Enfin, pour l'instant, ils tirent quelques missiles dont on sait qu'ils sont absolument imprécis et on n'est même pas sûr qu'ils les maîtrisent en termes de guidage et qu'ils sont interceptés aussitôt. Donc je dirais que ça rejoint un peu, mais les gesticulations du Hezbollah à la frontière d'Israël qui dit, vous avez vu, on est là, attention, on a une armée puissante, mais enfin, elle ne traverse pas la frontière. Je vous avais posé la question sur le Hezbollah. Est-ce que les rebelles houthis obéissent au doigt et à l'œil de Téhéran cette fois-ci ? Alors là, pareil, ça va être bien compliqué de le savoir. Ce qui, moi, en tout cas, m'intéresse dans toute cette question-là des Houthis ou même du Hezbollah, on dit souvent que le 7 octobre est une faillite sécuritaire de l'armée israélienne et même de Netanyahou. Je suis en train de m'interroger de plus en plus si le 7 octobre n'est pas aussi, quelque part, un échec de la stratégie du Hamas, dans le sens où, quand on écoute notamment Khaled Meshal, l'un des leaders, ancien chef suprême du Hamas, dès le début, il y avait l'idée, pour eux, au lendemain en tout cas du 7 octobre, dans leurs propos, déclarations, il y avait l'idée de déclencher une guerre régionale. Il appelait de ses voeux à un soulèvement régional. On voit que pour l'instant, c'est très limité. On voit qu'au contraire, les pertes du Hamas sont énormes. Alors on verra avec le temps, évidemment, comment ça va se passer. Mais il y a vraiment cette question d'une stratégie qui paraît être complètement prise avec un espoir dans une révolte qui, en fait, n'arrive pas. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Thomas. Parce que, à mon avis, il y a toujours les objectifs affichés, puis il y a les objectifs réels. Pour moi, l'objectif réel du Hamas, c'était d'embarquer Israël dans une impasse stratégique. Et c'est exactement ce qu'ils ont réussi à faire. D'abord, en attaquant le 7 octobre de manière bestiale, ce qui n'était absolument pas nécessaire de leur part. Il fallait qu'ils provoquent Israël pour les obliger quelque part à réagir de manière ultra-violente. Et ensuite, ils les emmènent directement sur la bande de Gaza, en sachant qu'Israël va faire une erreur stratégique à son tour, c'est de confondre le Hamas avec les Palestiniens de la bande de Gaza. Et ça, c'est pas acceptable pour le reste du monde. Donc aujourd'hui, c'est Israël qui est en difficulté pour avoir voulu se défendre contre le Hamas. Et là, le Hamas est gagnant, même s'il sort étrié, mais en fait, quand on regarde bien, personne ne connaît la réalité de ses capacités militaires. C'est ça qui inquiète Tzahal. Moi, mes sources dans l'armée israélienne me disent que quand ils annoncent qu'ils vont détruire les capacités militaires du Hamas, ils se regardent tous en chien de faïence en se disant c'est quoi les capacités militaires du Hamas. Pour l'instant, c'est des gamins
qui ont pris une Kalachnikov et qui vont la balancer quand ils voudront partir avec les réfugiés dans le sud. Donc on fait quoi? On tue tous les gamins palestiniens? Ou on détruit les Kalachnikov, ça vaut $50 sur le marché noir en Palestine? Ça n'a aucun sens. Donc en réalité, il n'y a pas de capacité en dur. On n'est pas du tout dans la guerre du Yom Kippour, c'est une armée contre une armée. On détruit des chars, on détruit des avions, on détruit des armées. Là, on est face à une menace fantôme, exactement comme la France l'a connue au Sahel, quand elle a dit « mais nous, on va détruire le terrorisme islamiste ». 10 ans après, en dehors d'avoir perdu des dizaines d'hommes et des milliards, on n'a absolument rien obtenu. C'est un fantôme, c'est ce qu'on appelle en termes militaires une cible molle. Il faut ajouter à ça quand même un autre argument que la Hamas mobilise souvent, c'est le fait d'avoir voulu complètement faire capoter les accords de normalisation. Il y a l'idée qui revient souvent chez plusieurs cadres du Hamas de dire on a voulu démontrer que en fait Israël ne peut pas assurer la sécurité des États qui ont signé des accords avec nous. Regardez ce qui s'est passé cet octobre. On a pu mettre en défaut l'armée israélienne. Sauf que là, encore une fois, pourquoi je dis échec stratégique? Parce que les sources aussi qui circulent, les informations qu'il y a, c'est que même du côté de Riyad, où devait normalement avoir lieu un grand accord entre l'Arabie Saoudite et Tel Aviv et Israël, et bien en fait les informations circulent sur le fait que les diplomates saoudiens aimeraient relancer dès que possible les négociations puisqu'ils n'ont pas envie de faire capoter ça. Donc là encore une fois, est-ce que finalement sur un moyen ou un long terme, ce n'est pas juste repousser dans le temps des accords de normalisation qui vont de toute façon arriver, notamment sous la volonté américaine? Amélie Lizacourt, est-ce qu'on peut dire qu'Israël est peut-être en train de perdre tous les gains qu'elle a enregistrés depuis plusieurs années? On parlait notamment de ces accords de normalisation. Cette crise, c'est ça le risque aussi pour Israël? Alors, je pense qu'avec l'Arabie Saoudite, en tout cas, puisque c'est ça qui est en jeu, les accords de normalisation avec les Émirats et d'autres pays arabes ont déjà été signés il y a 3 ans. Mais avec l'Arabie Saoudite, donc il y a des négociations qui ont débuté il y a plusieurs mois, peut-être même avant, mais en tout cas, ça a été officialisé ces derniers mois. Et où il y a eu énormément de déclarations positives, notamment de la part de Mohammed Ben Salman, qui disait que ça avançait à grands pas peu de temps avant justement l'assaut du Hamas. Donc au début, on a bien vu que l'Arabie Saoudite était mal à l'aise quand l'assaut du Hamas a été lancé, parce que ils étaient en train de publiciser le fait qu'ils étaient en train de discuter de la normalisation avec Israël. C'est un grand allié des États-Unis également, on le rappelle. 400 milliards, ce deal militaire il y a quelques années. Exactement. Et puis en même temps, ils avaient quand même posé comme condition des concessions aux Palestiniens pour normaliser avec Israël. Ils ont voulu se démarquer des autres pays arabes en posant cette condition. Donc quand la guerre a éclaté, ils ont vraiment pris position pour les Palestiniens. D'ailleurs, c'était assez étonnant, c'était assez tranchant en fait par rapport à ces négociations de normalisation. Et donc maintenant, ils font plutôt profil bas là-dessus, mais tout le monde pense que ça continue en coulisses et que ça va avoir lieu tôt ou tard. Mais Jean-Sylvestre, oui. Non, j'allais dire, il me semble aussi que c'est parce que, d'ailleurs, comme beaucoup d'observateurs, il y a eu 2 phases en fait. Il y a eu les heures qui ont suivi le 7 octobre, où en fait beaucoup même d'États arabes se sont presque félicités parce qu'on avait l'information d'une stratégie militaire du Hamas qui aurait pu prendre des otages. En fait, quand peu à peu on a découvert l'ampleur des massacres, tout le monde s'est raidi et a commencé à dire on ne sait plus ce qu'il faut dire, parce que là, l'émotion est telle qu'on ne sait plus. Et là, on le voit encore actuellement, il y a un vrai défi pour plusieurs États arabes qui ne veulent pas affirmer publiquement le fait qu'ils peuvent considérer le Hamas comme un groupe de résistance par rapport à ce qui est passé cet octobre, sauf que leur population continue à potentiellement le voir comme ça. Donc il y a ce paradoxe-là, à mon avis, qui joue. Ouais. Et donc, à part les Émirats arabes unis qui ont en fait plutôt condamné le Hamas dès le début, les autres pays arabes, donc le Qatar bien sûr, mais aussi l'Arabie Saoudite, dans les premiers communiqués qui sont sortis, ils condamnaient vraiment les forces d'occupation israéliennes. Il y avait vraiment une rhétorique anti-israélienne assez forte. Et on a vu ce premier recul, Jean-Sylvestre Montgrenier, avec la Jordanie qui rappelle donc son ambassadeur. Ce n'est pas anodin dans la mesure où c'est le premier pays arabe à le faire. Oui, et puis, comme vous l'avez dit, là, il y a un traité de paix qui a été signé en 1994 avec reconnaissance diplomatique d'Israël par la Jordanie, donc qui était le second pays après l'Égypte. Alors depuis, il y a eu les accords d'Abraham. La question, c'est de savoir si la dynamique est définitivement brisée. Je ne pense pas que la situation actuelle efface le clivage entre, d'un côté, les régimes arabo-sunnites du
Golfe, d'une part, et puis d'autre part l'Iran. Et c'est dans ce contexte, face à l'Iran, face donc au dispositif mis en place par l'Iran, que les régimes arabo-sunnites ont commencé à se rapprocher d'Israël selon une logique sécuritaire. Alors c'est vrai que le discours a été très économique, financier, business, parce que l'idée c'était qu'il y avait possibilité de progresser en passant par l'économie, donc un discours de paix économique en quelque sorte, mais les tenants et les aboutissants sont stratégiques et géopolitiques. Donc, et là on voit bien que dans la région, l'Iran, d'une part, la Turquie, l'Arabie saoudite et quelques autres sont en situation de rivalité pour essayer de ne pas se laisser déclasser à l'intérieur du monde islamique, à l'intérieur de l'Oumma. Ce que je veux dire par là, c'est que du côté des régimes arabo-sunnites, il y a une part de pause, comme je le rappelais précédemment. Dans ces régimes, on aime beaucoup plus la Palestine que les Palestiniens. Alors la Jordanie aujourd'hui, quel autre pays demain ? Dans les pays qui pourraient intervenir ou qui vont réagir ? Oui, qui peuvent rappeler un ambassadeur. Bon, l'Iran a appelé évidemment à boycotter tous les produits, mais ça, c'est pas une surprise. Il y a un pays que j'observe avec attention parce qu'ils ont toujours une relation très équilibrée avec Israël jusqu'à maintenant, c'est le Maroc. Parce que le Maroc, vous en parliez tout à l'heure. Oui, le Maroc se trouve dans une situation, déchirante. Ils ne voulaient pas, ils ont condamné tout de suite la violence du Hamas, mais ils ne veulent pas de cette violence d'Israël. Donc c'est typiquement un pays qui est considéré comme très modéré dans ses prises de position, qui a toujours été très respectueux d'Israël. Et quand on voit le Maroc qui se trouve en balance, on se dit que pour beaucoup d'autres pays, alors là, la balance, elle a déjà largement basculé de l'autre côté. Donc en fait, ce que fait aujourd'hui Israël renverse une grande partie du gain qu'effectivement elle avait pu faire ces dernières années, même si, à mon avis, l'échec du 7 octobre, parce que c'est d'abord un échec israélien, le 7 octobre, c'est l'échec de la politique sécuritaire Netanyahou, qui a quand même vendu à Israël que sa politique extrémiste, du tout sécuritaire, de matraquer tout ce qui bougeait en disant oui, mais avec ça, vous aurez une sécurité globale. Israël n'a jamais connu une attaque d'une telle violence. Et on s'interroge encore sur ce qui fait que l'armée israélienne a été incapable de réagir immédiatement au début de cette attaque. Vous savez, dans une attaque comme ça, c'est exactement comme une attaque contre l'incendie. Il faut agir dès les 2 premières heures. Sinon, une fois que les tueurs sont en place, vous ne pouvez plus qu'aller ramasser les cadavres. Ce qu'on n'arrive pas à comprendre, ou plutôt on arrive à le comprendre et ça fait froid dans le dos, c'est que le Hamas avait réussi à neutraliser une partie du système de coordination, de commandement et d'alerte de l'armée israélienne. Et c'était d'un niveau technique que, pour nous, n'a jamais été à la portée du Hamas. Donc c'est vraiment un échec de l'armée israélienne, mais surtout pour moi c'est un échec du gouvernement Netanyahou, puisque toutes nos sources confirment que les alertes sont remontées dans les mois et dans les semaines qui précèdent. Le seul point qu'on n'arrivait pas à éclaircir, c'est est-ce que le gouvernement Netanyahou a vu cette alerte dans un flot d'alertes et du coup a été noyé, on commence à en douter sérieusement, ou est-ce qu'ils ont estimé, parce que pour moi c'est ça qu'ils ont donné comme priorité à l'armée et aux services de renseignement, de dire non, vous n'avez pas compris, c'est un choix politique, vous allez vous concentrer sur la Cisjordanie, parce qu'ils ont relancé la politique de colonisation et qu'elle a fait énormément de morts du côté palestinien en Cisjordanie, et que du coup, Netanyahou n'a pas compris la menace qui est en fait arrivée à partir de la bande de Gaza. Et ça, c'est une erreur tragique d'un gouvernement qui pourtant surfait sur l'ultra-sécurité. Amélie Zacour, un mot sur ce point précis. Oui, en fait, je pense qu'il y a effectivement une conjonction de facteurs. Le fait que les forces israéliennes étaient très présentes en Cisjordanie, au nord du pays, elles étaient moins nombreuses aux abords de la bande de Gaza, aussi parce que c'était une veille de fête et que j'ai lu en tout cas une donnée intéressante, c'est qu'il y a une influence grandissante du religieux dans l'armée. Thomas Vescovi, vous pourrez peut-être confirmer, mais il disait qu'il y a 10 ans, il y aurait eu un absent sur 10, alors que là, ils étaient la moitié moins de ce qu'ils auraient dû être. Donc voilà, il y avait beaucoup moins de soldats, mais il y a aussi eu, et je ne sais pas pour quelle raison, une négligence de Benjamin Netanyahou, parce qu'il a eu quand même des rapports qui lui étaient remontés, des services de renseignement et de l'armée. Et d'ailleurs, là, il est vraiment en train d'essayer de rejeter la responsabilité sur le renseignement et l'armée, parce qu'il sait très bien que ça peut lui coûter son siège de Premier ministre. On a parlé des alertes du renseignement égyptien également. Et de la CIA. Et de la CIA. Ouais. Il me semble que là, on est en train d'aborder quasiment l'angle mort, en fait, pour l'instant. Ce qu'on ne regarde pas, c'est ce qui se passe en Cisjordanie. Tous les jours, moi, j'ai des images qui sont abominables, que je ne partage pas sur les réseaux sociaux parce qu'il y a une décence aussi par rapport aux victimes, d'humiliation
de violence sur des Palestiniens. On en est à plus de 110 morts depuis le 7 octobre en Cisjordanie. 125, le chiffre est tombé tout à l'heure. Merci de me le rappeler, je n'avais pas ce chiffre-là. Les images sont effroyables et les Palestiniens les diffusent entre eux. Ils les voient, les images. Que ce soit violence des colons ou de l'armée d'ailleurs. Et de l'armée. Et en fait, là, on touche au cœur du problème. C'est-à-dire que Israël, en invoquant son droit à se défendre, oublie toujours que ce droit à se défendre doit impliquer le respect des civils qu'elle a sous sa protection. Et en Cisjordanie, notamment, les civils palestiniens sont sous sa protection. Or, ce n'est pas le cas du tout. Et en agissant de la sorte, par l'occupation, colonisation, les violences qu'on vient de rappeler là, l'État d'Israël, en fait, met également ses citoyens en danger. Également. Comment on peut croire que des jeunes Palestiniens en Cisjordanie actuellement, qui sont témoins de ce qui se passe là, qui voient les vidéos, ne vont pas grandir avec un esprit, comme on le voit à Jenin, à Naplouse, dans notre ville, de prendre un jour les armes et de faire des opérations kamikazes ou terroristes, tout ce qu'on veut. C'est en fait un cercle vicieux, un cercle de violence qui est en train de s'entraîner et que Israël, pour l'instant, malheureusement, aucun dirigeant ne semble mettre fin à ça. Guillaume Ancel. J'irais même plus loin avec la politique actuelle, ou plutôt l'absence de politique du gouvernement Netanyahou. En fait, Israël fait du Hamas un interlocuteur incontournable de la Palestine, alors que pour moi, le point clé, c'est d'arriver à décrocher le Hamas de la population palestinienne, qui mérite bien mieux, heureusement, que le Hamas pour les représenter. Le Hamas qui avait perdu en influence aussi ces dernières années. Qui avait perdu en influence, qui craignait pour la suite, et puis surtout, un Hamas qui va pouvoir recruter pendant 15 ans grâce à la politique d'intervention militaire disproportionnée. On l'a vu dans ces images des bombardements de camps. Le Hamas a la garantie d'être représentatif de la Palestine pendant 15 ans, alors que c'est exactement le contraire qu'il faudrait faire. Jean-Sylvestre Montgrenier, un dernier mot sur ce point ? D'abord, il faut quand même avoir à l'esprit que la situation est extrêmement difficile, tout est inextricable, les infrastructures militaires, les populations civiles, là, donc à distance, on s'en tient au droit, la distinction entre civils et combattants, mais sur le terrain, si l'armée française était engagée dans une situation de ce type, il serait également extrêmement difficile de mener les opérations. Et pourtant, l'armée israélienne ne peut pas non plus rester l'arme au pied en disant finalement tout est politique, il faut relancer un processus diplomatique, ça me semble quand même extrêmement difficile. Alors après, pas sur le Hamas, pour revenir sur ce qui a été dit antérieurement, le niveau de renseignement dont il disposait montre que ce n'est pas simplement des jeunes gens avec des kalachnikovs complètement inexpérimentés. Et d'ailleurs, ça pose aussi des questions sur les sponsors du Hamas. Il y a un certain nombre d'experts qui se disent qu'il n'est pas possible que le Hamas ait pu monter une telle opération à partir de ses seuls moyens. Et donc là, on revient pas sur l'Iran, on revient sur la Russie. Il y a énormément d'enjeux à différentes échelles là, qui se concentrent. Là, on a une sorte de précipité chimique dans la région, d'où d'ailleurs le risque d'une déflagration régionale, là, même si on a le sentiment, à l'heure qu'il est, que ce risque reste malgré tout contenu. Il nous reste 30 secondes. En fait, les militaires américains l'ont dit dans toutes les largeurs à leurs homologues israéliens. On ne peut pas détruire militairement une organisation politique comme le Hamas. Donc on peut toujours s'attaquer aux tunnels, aux immeubles et aux camps de réfugiés. C'est sa particularité, c'est un parti politique et en même temps... La réponse ne peut pas être que militaire. Il y a bien sûr un aspect militaire, mais en fait, le problème, c'est l'absence de réponse par ailleurs. Merci beaucoup. Merci à vous quatre d'avoir participé à ce débat. C'est passé très vite, comme d'habitude. On va marquer une courte pause et un prochain journal arrive très vite sur l'antenne de France 24. Restez avec nous.